Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Mission Midget 3, notre épisode de la semaine, notre troisième épisode. Je vais prendre quelques instants d'abord pour m'excuser. La semaine dernière, on a eu un petit contretemps. On n'a pas eu d'épisode de la semaine dernière, mais on est de retour cette semaine. Un lundi exceptionnellement. Habituellement, on est le mardi, mais le podcast Sur la glace sera disponible, lui, demain à la place. Alors, on a interchangé, comme on dit, les rôles pour cette semaine. Alors, bienvenue à cette troisième émission. Cette semaine, encore une fois, on va parler un peu de ce qui s'est passé dans les dernières semaines au niveau du hockey Midget 3A. On parlera aussi avec deux excellents entraîneurs dans l'histoire de cette Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Un qui est encore actif, un qui ne l'est plus. Frédéric Lavoie des Estacades de Trois-Rivières. Et j'ai rencontré il y a une dizaine de jours environ Martin Russell, qui est l'entraîneur qui compte le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Je lui ai parlé alors qu'on l'a honoré au Sportium de Sainte-Catherine dans un match entre les Gaulois de Saint-Hyacinthe et les Riverains du Collège Charlemagne. Alors, je vais vous présenter cela un petit peu plus tard dans cet épisode. Alors, allons-y d'abord pour un petit peu ce qui s'est passé dans les deux derniers week-ends d'activité, parce que, comme je vous le disais, on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière. Il y a 2 semaines, quand je vous avais parlé, on avait parlé du week-end des rivalités qui s'amorçaient dans le Midget 3A, un week-end où la plupart des matchs, voire tous les matchs, étaient concentrés sur des duels de rivalité. Ça a donné droit à plusieurs bons affrontements. Il y avait d'ailleurs eu d'abord 2 victoires des cantonniers de Magog, qu'on surveille évidemment à chaque semaine, parce qu'ils sont au premier rang du classement général, un classement général qu'ils dominent depuis au moins 2 saisons. Il y a eu Lévis l'an dernier aussi, mais où ils sont en très bonne position depuis 2 saisons, Magog. Et encore une fois, il y a 2 semaines, ils avaient gagné contre Trois-Rivières et Laval-Montréal. Il y a également eu des balayages dans ce week-end des rivalités. Je vais vous les nommer un peu en rafale, mais Saint-Eustache a récolté 2 victoires. Charlemagne a battu 2 fois le Saint-Hyacinthe. Lévis a battu 2 fois le Séminaire Saint-François. Gatineau a battu 2 fois Amos. Et Jonquière a battu 2 fois le Collège Notre-Dame. Alors ça, c'est tous des matchs de rivalité, comme on dit, que les équipes de la Ligue Midget 3 ont balayé leur week-end. Si on se concentre un peu sur le week-end qui vient de se terminer, Louis, là, ce que je vous parlais, c'était il y a 2 semaines. Châteauguay, cette semaine, encore 2 grosses victoires. Eux, ils ont perdu la semaine dernière un match, mais ça fait 2 autres victoires cette semaine, ce qui fait 7 victoires à leurs 8 derniers matchs. C'est l'équipe du moment actuellement au niveau de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec, et ça se reflète d'ailleurs dans les statistiques. Les 2 joueurs de la semaine cette semaine sont 2 joueurs des Grenadiers de Châteauguay. Alexis Brisson, le joueur offensif de la semaine, qui a marqué 5 buts en 2 matchs, 6 points au total, différentiel de plus 6. Il a entre autres récolté 3 buts et 4 points contre Gatineau dans une des victoires des Grenadiers. Samuel Bourdage est le joueur défensif de la semaine. 3 points en 2 matchs, différentiels de plus 5 pour lui, pour Bourdage. Alors ça se reflète un peu pour les Grenadiers qui remontent de plus en plus au classement général et qui ont battu cette semaine Gatineau à Gatineau mercredi soir dernier. C'est pas une victoire facile. Gatineau qui a une excellente saison eux aussi. Et une victoire de 5-2 contre le Collège Charlemagne qui était sur un bon momentum depuis 2 semaines, là, qui avait balayé la semaine d'avant à Saint-Hyacinthe. Alors, 2 belles victoires pour les Grenadiers. Parlant de Saint-Hyacinthe, ils ont pris leur revanche sur le Collège Charlemagne vendredi soir. C'est le 3e affrontement en 7 jours entre ces 2 équipes. Et Saint-Hyacinthe a gagné 3-1 ce match-là, une première victoire après 2 défaites la semaine précédente. Amos a récolté une belle victoire contre le Séminaire Saint-François dans des situations un peu inusitées avec ce qui s'est passé ce week-end avec la fameuse tempête de vent qu'on a eue un peu partout au Québec. Il y a eu 2 matchs qui ont été annulés, dont un en raison de cette tempête. D'abord, Amos a gagné 6-3 contre le Séminaire Saint-François dimanche. Et il y aura un match aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent le lundi comme tel, on enregistre présentement le podcast. On est lundi matin. Il y a un match cet après-midi. C'est rare, un match un lundi. Il y en aura un entre Amos et le Séminaire Saint-François parce que celui qui devait avoir lieu samedi a été annulé en raison des conditions du parc de la Vérandrie. On a préféré annuler ce match-là. Il y en a eu un autre qui a été annulé entre Trois-Rivières et Saint-Hyacinthe. Celui-là, c'est en raison d'une panne électrique. Il était prévu le 3 novembre. Il sera remis à une date ultérieure qui n'a pas encore été communiquée. Entre Saint-Hyacinthe et Trois-Rivières, c'est un peu moins difficile à remettre qu'entre Amos et les Séminaires Saint-François. Ce sont des voyages, évidemment, qui sont plus longs, qu'on ne voulait pas remettre à une autre fois dans la saison. Alors, on voyait hier un peu, j'en ai vu sur les médias sociaux, les joueurs des Forestiers d'Amos qui étaient en visite dans le Vieux-Québec hier soir, qui normalement le dimanche soir, ils ne sont pas sur la route. Ou au pire, s'ils sont sur la route, ils sont en train de revenir vers Amos, mais qui là, hier soir, ont couché à l'hôtel, comme on dit, et jouent un match cet après-midi. Ils vont rentrer ensuite en Abitibi, évidemment. On pourra donc avoir la vraie conclusion de ce week-end d'activité là, en fin d'après-midi, lundi. Le portrait de tout cela, ça nous donne que Magog est toujours au premier rang. Gatineau est au 2e rang du classement général, 4 points derrière Magog. On surveille, comme je vous le disais, les 3 victoires de suite des Grenadiers de Châteauguay et 7 en 8 matchs.
4 défaites de suite de l'autre côté pour les Phoenix du Collège Esther Blondin. Individuellement, c'est toujours Antonin Véro, un excellent attaquant de 15 ans qui est au premier rang des marqueurs avec 28 points en 16 matchs. Un attaquant des Vikings de Saint-Eustache qui est bien suivi par son coéquipier des Vikings, Mathis Cloutier, qui compte 24 points et qui est deuxième au niveau des points. Elliott Lavoie et Alexis Brisson sont les deux meilleurs buteurs de la Ligue avec 14 buts jusqu'à maintenant. Brisson a joué un match de moins que Lavoie. Lavoie qui domine ce classement des buteurs depuis le début de la saison. Et l'espoir qu'on surveille beaucoup cette saison, un des nombreux espoirs qu'on surveille beaucoup, mais lui, il a une attention particulière et on va en reparler de lui dans quelques minutes avec Frédéric Lavoie, mais c'est Tristan Luneau qui est le meilleur défenseur du circuit au niveau des points cette saison et qui a d'ailleurs été nommé le joueur U16 du mois d'octobre. 14 points en 14 matchs jusqu'à maintenant pour Luneau. On se rappelle que lui, il a joué l'an dernier à 14 ans au Midget 3. C'est pas, ça arrive, mais c'est pas quelque chose qu'on voit fréquemment non plus. Alors cette saison, c'est sa deuxième saison dans le Midget 3, même s'il n'a que 15 ans. Alors, ça fait le tour un peu pour ce qui s'est passé depuis 2 semaines. Je sais que je vous ai nommé plusieurs résultats là, en rafale, comme on dit, depuis quelques minutes, mais ça fait un peu le portrait de ce qui se passe un peu partout à travers la Ligue. Je voulais prendre le temps aussi de vous parler du défi mondial des moins de 17 ans que je vous avais parlé il y a 2 semaines. C'est un défi mondial qui se déroule présentement à Swift Current en Saskatchewan, un tournoi qui a lieu, qui a commencé en fait samedi, qui va avoir lieu jusqu'à samedi prochain. Il y a 3 joueurs du Midget 3 qui sont là présentement et un entraîneur qui est là également. RDS va d'ailleurs diffuser là, une des 2 demi-finales vendredi soir et diffuser le match de médaille de bronze et le match de médaille d'or qui auront lieu samedi soir là, à 17h et 21h heure de l'Est. Alors pour ceux qui voudront voir ça, ce sera à surveiller. Les gars du Midget 3 qui jouent là, il y en a entre autres un des estacades de Trois-Rivières qu'on pourra parler aussi avec Frédéric Lavoie dans quelques minutes. C'est le gardien William Rousseau qui joue avec l'équipe des Canada blancs parce qu'on sait qu'à ce tournoi-là, il y a 3 équipes du Canada, Canada noir, blanc et rouge. On divise le Canada en 3 parties. Avant, on l'a divisé en 5 parties, le Canada à ce tournoi-là. Maintenant, on a ramené ça à 3. Donc, il y a William Rousseau qui est là avec Charles-Alexis Legault, un défenseur des Lions du Lac-Saint-Louis. Et il y a le gardien William Blackburn des Élites de Jonquière qui est là aussi, tout comme l'entraîneur des Élites de Jonquière, Maxime Desruisseaux, qui est là comme entraîneur adjoint de la formation Canada Noir. Et lui, on va lui parler la semaine prochaine d'ailleurs à Maxime Desruisseaux de cette expérience-là qu'il a vécue, qu'il vit présentement, comme on dit, à Swift Current comme entraîneur adjoint d'une des formations du Canada. Il y a aussi Martin Laperrière là, qui est l'entraîneur-chef de l'équipe Canada Rouge et Steve Hartley qui est l'entraîneur adjoint de l'équipe Canada Blanc. Alors, ça fait quand même quelques Québécois qui se promènent à travers ces équipes-là du Canada. Et notre directeur général adjoint au Midget 3, Yannick Gagné, est directeur des opérations de l'équipe Canada Blanc. Alors, ça fait le tour un peu de tous les gens qui sont impliqués dans ce tournoi-là pour les gens du Midget 3A. C'est un tournoi qu'on va suivre cette semaine, bien évidemment. Il y aura des matchs à tous les jours et on pourra faire le bilan de tout ça là, de façon plus concrète la semaine prochaine quand on aura eu les résultats. Pour l'instant, les équipes ont joué un match le samedi et dimanche. Il y en aura d'autres aujourd'hui, lundi, bien évidemment, et ça va se poursuivre toute la semaine pour culminer, comme je vous le disais, samedi soir. Sinon, en terminant, je voulais aussi vous parler du mois de novembre, qui est le mois de sensibilisation pour la campagne Je garde mon sport en santé, une campagne dont on a fait la promotion à ce podcast il y a 2 semaines en parlant avec Anthony Beauvillier, qui est le porte-parole de cette saison, de cette campagne Je garde mon sport en santé, une campagne qui dure évidemment depuis de nombreuses années au niveau du Midget 3 et qui se poursuit chaque saison et qui met en promotion évidemment à tout ce qui est le sport sans drogue, sans substance interdite ou quoi que ce soit du genre. Alors, c'est un mois, au mois de novembre, où on en parle de plus en plus et dont on fait la promotion de cela. Je vous ai parlé des joueurs de la semaine il y a quelques minutes, les 2 joueurs des Grenadiers de Châteauguay. Il y a également les joueurs du mois que je peux vous nommer. Elliott Lavoie, comme je vous en parlais tantôt, un excellent buteur des Chevaliers de Lévis qui a marqué 10 buts au mois d'octobre. Et Marc-Antoine Pouliot des Élites de Jonquière qui a eu un excellent différentiel pendant le mois d'octobre également. Ce sont les 2 joueurs du mois, offensifs et défensifs. Alors, ça fait un peu le tour de tout ce que je voulais vous parler avant qu'on puisse parler avec notre invité de la semaine. Il y avait beaucoup de résultats. Il y en avait pour 2 semaines à parler. Alors, ça fait le tour un peu et on pourra en parler plus longuement la semaine prochaine. Sans plus attendre, donc, je vais rejoindre Frédéric Lavoie, qui est l'entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, qui est avec nous en FaceTime. Salut Frédéric, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Frédéric, j'avais hâte de te parler depuis le début de ce podcast-là parce que tu as beaucoup d'histoires avec le hockey en Mauricie, puis j'avais hâte qu'on puisse en parler un peu plus longuement. Tu es l'entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières depuis 2012-2013, mais entraîneur adjoint depuis 2008-2009. Et même si on remonte, tu as joué universitaire à Trois-Rivières aussi. Alors, on peut dire que le hockey en Mauricie, depuis 15 ans, tu étais là à chaque saison. Oui, ça fait très longtemps que je suis impliqué dans le hockey en Mauricie.
Ça a commencé justement, là, j'étais un gars de Laval, là, plus natif. Donc, j'ai déménagé à Trois-Rivières justement pour jouer avec les Patriotes de l'UQTR. Ça a duré 5 belles saisons avec les Patriotes. Puis par la suite, j'ai connu Gilles Bouchard à travers les années de mon parcours universitaire. Donc, je me suis joint à lui là, quand j'ai fini de jouer. Puis dès là, j'ai eu la piqûre du coaching là, avec Gilles. Puis ça dure depuis ce temps-là. Tu parlais un peu de Gilles Bouchard, ça doit être un bon modèle pour toi aussi, parce que quand on regarde au niveau des statistiques, je parlais un peu de Martin Russell au début du podcast, toi, tu es dans les meilleurs aussi, tu es le deuxième chez les entraîneurs actifs du circuit, 175 victoires depuis que tu es arrivé maintenant. Tu parles d'une piqûre que tu as eue, comme on dit, elle a bien fonctionné la piqûre parce que ça a bien marché depuis 10 ans pour le coaching pour toi. Ben, c'est vraiment une chance que j'ai eue de pouvoir commencer avec un entraîneur de carrière, là. Tu sais, Gilles, c'était vraiment un coach, là. Puis la méthodologie, comment préparer un match, le pre-scout, les unités spéciales, etc. Donc, oui, j'ai eu la chance rapidement d'avoir un bon modèle. Puis ensuite, c'est de mettre sa sauce à travers tout ça. Puis aux Estacades, on a la chance d'avoir beaucoup de gens compétents, là, autant à l'école qu'au niveau hockey. Donc, on est une grande famille et on travaille ensemble. À travers la Ligue au complet, tu parles un peu de cette grande famille-là. Je voulais t'en parler aussi. Le programme des Estacades est très bien reconnu, là, le niveau scolaire puis l'encadrement dans les niveaux inférieurs pour arriver au Midget 3 ensuite. Ça doit être une belle fierté pour toi aussi d'avoir mis ça en place un peu depuis plus de 10 ans maintenant pour arriver maintenant à ce que vous formiez un des programmes d'excellence au Québec, le hockey en Mauricie. Oui, c'est sûr que le Midget 3, on a un petit peu moi, je dirais ça, la dernière échelon, puis c'est nous qui a le plus de visibilité. Mais au-delà de tout ça, il y a vraiment beaucoup de gens qui font un excellent travail, là, tu sais, que ce soit les coachs Pee-Wee, Bantam, Midget Espoir, que ce soit d'anciens adjoints comme je pense à Pascal Luneau, qui est avec les Foreurs de Val-d'Or maintenant, Ouais. qui travaillait au sport-études, que les jeunes avaient la chance d'avoir des enseignements de qualité à l'époque. Donc, c'est beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre aussi, là, justement, pour arriver aux résultats qu'on a au niveau midget. Si on regarde un peu l'équipe que tu diriges cette saison, vous avez bien commencé la saison. Vous êtes au 6e rang du classement général maintenant. Je pense que là, vous venez de voir là, vos premiers moments plus difficiles. Ça fait 3 revers de suite que vous avez. Parle-moi un peu de l'équipe que tu as sous la main cette saison. C'est une jeune équipe, donc c'est une équipe on a pris 8 joueurs de 15 ans cette année. On s'entendait pas nécessairement avoir autant de succès rapidement dans la saison, mais on était très satisfait des résultats là, en début de saison. Puis je pense que dans l'adversité, tu vois justement là, les meilleures équipes. Puis c'est notre première séquence qu'on a un petit peu l'adversité, donc c'est de voir comment les joueurs vont réagir, puis trouver des solutions aux problèmes. On parle souvent que le Midget 3, c'est un processus, comme on dit, toute la saison. Alors, ça fait partie du processus, comme on dit, d'apprendre parfois dans ces séquences de défaites-là un peu. Tu me parlais de ton équipe jeune aussi. Je voulais te demander, tu en as 4 qui ont gagné l'an dernier au Bantam 3A Elite, si je ne me trompe pas, qui ont gagné la Coupe Dodge. Vincent Filion, Lucas Boisvert, Jacob Lafontaine et Charles Junot. Ça a beau être que des jeunes joueurs, c'est des gars qui ont gagné récemment. Quand même, ça fait une belle culture dans l'équipe aussi. Oui, on était très fiers là, au niveau des estacades, de la structure de la performance de notre Bantam 3 l'an dernier à Coupe Dodge. C'est certain que comme entraîneur, comme staff d'entraîneur, on était très sensible à ça là, au niveau du camp d'entraînement. Donc, quand tu sais des joueurs ont eu du succès dans le passé, c'est le genre de joueurs que tu vas avoir dans ton équipe. Donc, c'est certain qu'on les évaluait très pointus là, à ce niveau-là pour voir si justement ils étaient capables de se tailler une place dans notre équipe. Je voulais te parler également, je parlais un peu plus tôt du défi mondial des moins de 17 ans. Tu as eu une expérience un peu avec ce tournoi-là il y a quelques saisons maintenant. Tu avais été un des entraîneurs adjoints lors du camp d'entraînement de l'équipe Canada Noire, si je ne me trompe pas, en 2016. Parle-moi un peu de ce que tu en gardes comme souvenir de cette expérience-là, du tournoi des moins de 17 ans en général. C'est un beau tournoi dans l'année quand même. Oui, c'est une super expérience pour les jeunes. Les jeunes ils arrivent dans un genre de camp d'entraînement au mois de juillet, là, où ils sont 6 équipes en tout. Donc, ils réduisent ça à 3 équipes pour faire le tournoi là, qu'en ce moment a lieu. Mais sont bien encadrés, des bons entraîneurs, des bons physios, beaucoup de conférences. Donc, c'est vraiment une belle expérience pour les jeunes. Puis je pense qu'ils sortent de là en étant des meilleurs joueurs de hockey, là, qui est l'objectif du tournoi, en fait, là. Puis si on regarde sur ton parcours un peu personnel à toi, tu étais entraîneur adjoint pendant le camp de cette équipe-là. Est-ce que c'est un objectif pour toi de t'impliquer un peu plus au niveau du programme national, d'entrer un peu dans la roue au niveau des entraîneurs du programme national? J'ai eu la chance de faire les Jeux du Canada l'an dernier, là, en étant entraîneur associé avec Martin Laperrière et Maxime Desruisseaux qui étaient là aussi. Mhm. Donc, pour moi, ça a été une super expérience comme entraîneur.
Au niveau du programme national, pour un entraîneur midget, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Donc, je dis pas impossible, mais habituellement, là, au niveau du tournoi moins de 17 ans, il y a quand même un partenariat entre la LCH et Hockey Canada. Donc, c'est plutôt des entraîneurs adjoints au niveau junior ou des entraîneurs chefs qui vont avoir la chance de participer à ce genre de tournoi-là. C'est bien correct comme ça aussi. Tu sais, je pense que Maxime, à l'époque, Maxime Desruisseaux de notre ligue est là présentement, je pense Ouais. qu'il a appliqué en tant qu'entraîneur adjoint des Tigres, mais je peux me tromper. Mais c'est pas un objectif à court terme, mais ça a été une belle expérience à l'époque, là. Si on reparle un peu des Jeux du Canada que tu disais que tu as fait partie l'an dernier, en fait, c'est la QV qui joue cette saison, le tournoi des moins de 17 ans, là, dont certains exceptionnels dont on parle un peu plus cette saison. Mathieu Savoie, notamment, qui est un plus jeune que les autres. Shane Wright également. Ce sont des noms que tu as dirigés ou que tu as vus dans le tournoi l'année dernière. Quel genre d'évaluation tu fais de cette QV de cette saison des moins de 17 ans? Ça a été un beau tournoi l'an dernier qu'on a eu au Jeux du Canada. On a eu la chance de voir l'ensemble des équipes là, de la province, du pays, pardon. Ouais. Puis, donc, on avait beaucoup de très bons joueurs au Québec. On avait gagné d'ailleurs. Mais non, au niveau des joueurs qui m'ont marqué là, dans les autres équipes, c'est certain que les deux underage, là, Matt Savoie, qui était un patineur explosif, là, vraiment avec des habiletés incroyables. Il a marqué Puis, 3 buts d'ailleurs au début du tournoi le samedi. ouais. Puis Shane Wright, lui, c'était un joueur plus complet, je dirais, là, sur 200 pieds, avec beaucoup d'habileté aussi, puissant dans sa game. Mais je pense que Tristan Luneau, notre joueur, a rien à envier à ces deux joueurs-là. Puis je suis convaincu qu'il aurait été très, très, très bon pour le Canada là, dans ce tournoi-là. Ben, parlons-en un peu de Tristan Luneau, justement, tu m'y amènes à t'en parler. J'en parlais en début d'émission. C'est un nom qu'on surveille depuis 2 ans, Tristan Luneau, pour un paquet de raisons que j'avais hâte de te parler également. Parle-moi d'abord du joueur que c'est, Tristan Luneau. C'est un défenseur que les gens au Québec vont apprendre à connaître un peu plus. Puis, c'est le fun d'avoir un défenseur comme ça. Souvent, on a des bons attaquants, mais des défenseurs, on dirait qu'on en produit moins depuis de nombreuses années. Puis là, on semble avoir sous la main un défenseur exceptionnel, comme on dit. Oui, Tristan est vraiment dans une classe à part. D'un, comme tu dis, c'est un défenseur. C'est un joueur qui n'a pas de vice caché, là, dans le sens que c'est un excellent étudiant, c'est un gars sérieux, il mange bien, se couche tôt, fait les sacrifices qu'il faut justement pour s'améliorer de jour en jour. Puis c'est un modèle pour nos joueurs déjà à 15 ans, là, on l'a nommé capitaine rapidement. Il travaille fort dans les entraînements, travaille fort dans les matchs. Face à l'adversité, c'est un gars qui continue de travailler, qui tombe pas négatif. Donc, c'est vraiment une chance de pouvoir côtoyer et diriger un joueur de cette trempe-là. Il y en a eu quelques-uns depuis quelques années, quelques bons défenseurs, le Samuel Girard, Nicolas Baudin, c'est les noms qui me viennent en tête, mais celui-ci semble également faire partie de cette classe de joueurs spéciaux. Parle-moi un peu de comment son adaptation s'est faite l'an dernier, parce que comme je le disais, il a joué à 14 ans. C'est pas, ça arrive de temps en temps qu'on en a des 14 ans, mais c'est pas quelque chose de courant. Comment ça se passe pour un entraîneur pour dire, OK, lui, on va le prendre, même s'il a 14 ans et qu'il est, dans le fond, 2 ans, même des fois 3 ans plus jeune que certains autres joueurs de cette ligue-là qui ont 17 ans parfois? Personnellement, puis même au niveau de la structure des estacades, on est quand même assez frileux au niveau des surclassements. Mais Tristan a vraiment un parcours particulier. Donc, lui, dès son novice, il a commencé à jouer avec des joueurs plus vieux que lui. Donc, il a toujours suivi le groupe de joueurs 1 an plus vieux que lui. Donc, quand il est arrivé Bantam 3, élite à sa première année, c'était des joueurs qui avaient joué toute sa vie avec lui. Puis, étant donné qu'il a été un des 2 meilleurs joueurs de son équipe à l'époque, là, au Bantam 3 Elite, on se voyait mal ne pas l'inviter au camp d'entraînement. Puis, pour lui, c'était juste normal de faire partie de ce camp-là avec ces joueurs-là qui avaient joué toute sa vie, là. Donc, je vous dirais que son adaptation a été quand même facile. Puis, au camp, il nous a démontré rapidement qu'il avait sa place dans notre équipe. Puis, il ne faut pas oublier que c'est un joueur quand même physiquement imposant, là. Donc, c'est pas quelqu'un de 5 pieds 7, 100 quelques livres, dans le sens que c'est un gars de 6 pieds avec une très bonne masse musculaire. Donc, l'adaptation s'est fait quand même assez facilement. Parce que je suppose qu'il y a un côté aussi que oui, il y a le côté, excuse-moi, de talent sur la glace, mais c'est un côté de maturité aussi également de dire est-ce qu'il va être avec nous à 14 ans, puis tout ça. Ça veut dire que Tristan rencontrait tous les critères que toi, tu avais fixés pour faire un surclassement, pas juste ceux sur la glace, là. Exact. Puis je t'ai énuméré tantôt toutes ses qualités. Donc, pour être sérieux en dehors de la glace, à l'école, avoir des bons résultats, bien manger, se coucher de bonne heure, il faut démontrer une certaine maturité. Puis Tristan est définitivement plus vieux que son âge là, en termes de maturité, là. Donc, ça allait de soi d'évaluer la maturité, mais c'était pas inquiétant pour lui.
On a aussi beaucoup parlé de lui pour... tu sais, il a déjà fait son engagement la saison prochaine pour aller jouer dans la NCAA. Ça a fait réagir un peu au niveau du hockey junior majeur du Québec parce que c'est comme si déjà il avait tourné le dos au hockey junior majeur. Parle-moi un peu de comment tu encadres Tristan Luneau parce que, écoute, dans la cuvée des 15 ans, c'est peut-être celui dont on parle le plus cette saison. Parce que oui, il est excellent, parce qu'il a beaucoup de talent, mais aussi parce qu'il y a un bagage qui vient avec lui par rapport à des décisions qu'il a peut-être déjà faites pour la NCAA. Il est engagé avec les Badgers du Wisconsin, si je ne me trompe pas, pour la saison prochaine déjà. Comment tu le gères, toi, cette saison? Ben, en fait, je pense que c'est la nouvelle réalité des jeunes joueurs, là. Le junior le voit, les jeunes veulent se garder le plus d'opportunités possible. C'était pas un connaissant Tristan, là, il voulait pas faire dos à la GMQ ou les confronter. C'était vraiment de se garder des options le plus possible. C'est un jeune qui est excellent à l'école, là, comme j'ai dit, c'est un premier de classe. Donc, pour lui, on en entend beaucoup parler, puis j'imagine son entourage aussi. L'Université du Wisconsin, c'est pas une petite université non plus, là, donc Non, pas j'imagine du tout. que quand ça cogne à la porte, ça doit être dur aussi de dire non rapidement. Donc, on parle souvent de Cofield, de ce temps-là qui est là, puis c'est des excellents entraîneurs qui sont là-bas. Donc, je pense qu'il a juste voulu garder les portes ouvertes, puis je serais pas surpris qu'ils prennent la voie des États-Unis, comme je serais pas surpris l'an prochain qu'ils prennent la voie du junior majeur. Donc pour moi, c'est juste de se garder les portes ouvertes. T'en as quelques-uns là, qui ont déjà fait ce qu'on appelle en anglais les commitments pour la NCAA. Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais moins il y a quelques années puis que tu as l'impression qu'on voit ça plus souvent maintenant, là, ces jeunes-là qui ont déjà des engagements universitaires très tôt dans leur carrière comme ça? C'est clair, donc on en voyait beaucoup moins avant. Tu sais, pour moi, c'était plus la région de Montréal avant. On parlait beaucoup du lac Saint-Louis à l'époque, Ouais. ou les régions qui sont plus géographiquement proches des frontières vers les États-Unis. Et des dépisteurs par la Mais force, là. ouais, exact. Mais non, maintenant, les jeunes ils en entendent parler. Tu sais, nous autres en Mauricie, les gens en entendent parler rapidement. Donc, les dépisteurs viennent les voir aussi. Donc, oui, c'est une nouvelle réalité. Mais ça reste qu'un jeune de 15-16 ans qu'on a au niveau midget, il doit focuser sur ce qu'il a à faire à tous les jours, s'améliorer. Puis il contrôle pas le recruteur du Wisconsin qui vient ou la personne du junior. Donc, il doit vraiment se concentrer sur ce qu'il a à faire au quotidien, là. Si on parle un peu justement de ce qu'il faut se concentrer dans les prochaines semaines, il y a un événement qui s'en vient dans les prochaines semaines que je voulais te parler aussi, c'est le Challenge Midget 3 qui aura lieu au Saguenay dans quelques semaines. Je veux t'en parler parce que c'est un grand rendez-vous du Midget 3, mais aussi parce que les estacades, depuis quelques années, quand tu les diriges, ils font souvent bonne figure au Challenge. Tu as eu des belles expériences là-bas, ça s'est bien passé dans les dernières années. Comment tu approches ce tournoi-là qui est dans un mois, presque un petit peu plus qu'un mois, là, mais 6 semaines là, au Saguenay que ça aura lieu? Ouais, c'est toujours un beau moment là, pour les joueurs, dans le sens que comme joueur, les tournois, c'est toujours le fun. Puis au niveau Ouais. Midget 3, c'est la première année qu'ils vivent pas le 3 tournois par année ou qu'on peut avoir dans le hockey mineur ou même au niveau Midget Espoir. Donc, pour nous, c'est le gros tournoi durant la saison. Les joueurs sont enthousiastes, ils ont hâte à ce moment-là. Puis nous, c'est simplement dans notre planification de faire en sorte qu'on arrive avec un certain momentum à ce tournoi-là, que ce soit au niveau physique ou même au niveau des performances. Fait que non, on a bien hâte, puis ça va être un beau moment pour nos joueurs, là. On en parle souvent quand je parle avec des recruteurs du Challenge Midget 3 comme un moment charnière dans la saison. Souvent un moment où les recruteurs disent ce qui s'est passé après et avant le Challenge Midget 3, qui est souvent à la mi-saison, au mois de décembre. Est-ce que toi aussi tu as l'impression que c'est un peu là qu'on sépare, pas les hommes des enfants, mais qu'on sépare vraiment les forces un peu et qu'on dit OK, là on a l'élan vers la suite de la saison? Je pense que comme recruteur et comme entraîneur, il y a une certaine lecture qu'on peut prendre là, justement au challenge parce que il y a un petit peu plus d'enjeux, il y a un petit peu plus de distraction. Donc, c'est un moment qui ressemble un petit peu plus peut-être aux séries ou à ce qu'un joueur peut vivre plus tard dans sa carrière. Mais ça reste que j'ai vu des joueurs connaître de médiocres performances au challenge, faire d'excellents joueurs de hockey. Donc, tu sais, c'est une lecture, mais je pense pas qu'il faut s'arrêter à ça. Puis, c'est rarement l'équipe qui gagne le challenge, qui gagne les séries. Donc, c'est un autre point pour dire que oui, c'est le fun de performer à cet événement-là, mais non plus,
c'est pas la dernière chose pour le repêchage ou quoi que ce soit. On en a eu l'exemple la saison dernière, c'était les Chevaliers de Lévis qui l'avaient emporté l'an dernier et qui finalement ont tombé contre les Lions du Lac-Saint-Louis en demi-finale en séries éliminatoires. Frédéric, en terminant, avant de te laisser, un petit mot peut-être sur William Rousseau, un de tes gardiens de but qui est là au tournoi des moins de 17 ans dont on parlait un peu plus tôt tout à l'heure. C'est un des 2 gardiens, un des 3 joueurs de la Ligue Midget 3 qui est là. Parle-moi un peu de lui, de ce que tu t'attends de lui là-bas. William, c'est un excellent gardien. Donc, il était avec nous l'an passé au Jeux du Canada, avec William Blackburn, justement, qui est l'autre gardien, oui. Ouais, du Midget, qui est avec l'équipe Canada. Donc, Will, c'est un gars super talentueux, avec une bonne éthique de travail. C'est un gars qui a beaucoup de repères. Là, tu sais, c'est pas un gardien hot dog qui a des bonnes séquences puis des moins bonnes séquences. Donc, le fait que c'est un goaler excellent techniquement, puis c'est un goaler constant. Là, donc, de match en match, on sait à quoi s'attendre. Puis, je suis pas inquiet pour là-bas. Là, donc, ça va être le William Rousseau qu'on connaît. Là. Un gardien hot dog, je l'avais jamais entendu celle-là. Merci pour l'expression. Merci beaucoup, Frédéric. C'était un plaisir de te parler. Je te souhaite une bonne fin de saison. On va se revoir dans un mot Challenge Midget 3A. Puis la semaine prochaine, on pourra parler de ce qui s'est passé au moins de 17 ans pour William Rousseau notamment. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Super gentil et continue ton bon travail. Salut, merci beaucoup, Frédéric. On se revoit bientôt. Merci, salut. Alors voilà, c'était Frédéric Lavoie, entraîneur-chef des Estacades de Trois-Rivières, qui dirige depuis 7 ans maintenant comme entraîneur-chef et comme plus de dizaine d'années maintenant comme entraîneur adjoint, si on inclut ces années-là, puis même comme joueur avant. Bref, il a eu un gros parcours au niveau du hockey en Mauricie. C'est un nom dont on parle à chaque saison, chaque fois qu'il y a des entraîneurs qui sont limogés au hockey du junior majeur du Québec. On entend souvent le nom de Frédéric Lavoie. C'est un des excellents entraîneurs qu'on a dans le circuit. Ça a été un plaisir de lui parler ce matin. Et d'un excellent entraîneur à un autre, je vous présente maintenant une entrevue que j'ai réalisée le 27 octobre dernier avec Martin Russell, qui était l'entraîneur-chef des Riverains du Collège Charlemagne pendant plus de 10 saisons. Pendant les années 2000, il a gagné beaucoup de matchs de hockey. C'est celui qui en a gagné le plus dans l'histoire de la Ligue, 325 au total. C'est un record qu'il continue de maintenir. On verra si un jour et qui le fera tomber ce record-là, mais vraiment, Martin Russell a marqué la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Et le 27 octobre dernier, à l'occasion du match entre les Gaulois et les Riverains, l'équipe de Guillaume Latendresse a rendu hommage à Martin Russell et je suis allé le rencontrer avant cet hommage-là. Je vous présente cette entrevue-là dès maintenant. Martin, on te rencontre ce soir pour une soirée spéciale pour toi. Tu vas être honoré par les Riverains du Collège Charlemagne. Ça a été, je pense, un gros passage de ta vie de hockey, les Riverains du Collège Charlemagne, 13 ans comme entraîneur. C'est quoi les premiers souvenirs qui te reviennent quand les gens te parlent de ce passage-là? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, toi? Je garde le meilleur souvenir, c'est la gang, l'organisation, comment est-ce qu'on travaillait ensemble. Ça a duré 13 ans, mais 15 ans avec en étant adjoint aussi, 2 ans adjoint, 13 ans chef, avec la même organisation. Fait que c'est le premier souvenir, c'est le respect, l'amitié qu'il y avait dans l'organisation. Le deuxième plus gros souvenir, veux pas, c'est les conquêtes des coupes Air Canada puis TELUS, qui étaient des gros moments, là. Vous aviez, t'en parles un peu à cette époque-là, des équipes assez incroyables. Il y a eu des saisons de 35 victoires avec les Riverains au début des années 2000. C'était des équipes vraiment spéciales que tu avais ici à diriger. Avec le temps, ça a changé. Les Riverains ne sont pas nécessairement la force dominante des dernières années. Mais parle-moi un peu de ces saisons-là en particulier, peut-être comment tu les as vécues comme entraîneur. 2003-2004, je pense notamment, qui avait été la grosse saison pour vous. Il y a eu comme les 3 premières années étaient vraiment 3 grosses saisons. C'était un programme qui était vraiment solide. Puis je l'ai tout le temps dit, ma longévité a été un peu créée par ces 3-4 premières années-là qui ont aidé. J'ai été vraiment chanceux. La première année, j'ai tombé... Quand tu commences comme coach, c'est important de tomber sur une bonne gang. Puis la première année, j'ai tombé sur une gang qui était honnêtement extraordinaire. Là. Il y avait des joueurs... Pas juste la qualité des joueurs, c'était des bons joueurs, mais c'était des bons individus. C'était des gars fun à coacher. Puis ça l'a comme donné vraiment le départ. Là. Il y en a un que tu as dirigé dans ces années-là dont tu parles, ces premières années-là, qui s'appelait Guillaume Latendresse, qui a eu, c'est drôle un peu, il a joué à 14 ans sous tes ordres, à 15 ans sous tes ordres aussi. Maintenant, il se retrouve plusieurs années plus tard comme DG de l'équipe ici maintenant. Ça doit te faire drôle un peu de le voir maintenant quand tu le croises à l'aréna ici, puis de te dire, moi j'ai coaché ce gars-là quand il avait 14 ans. Oui, puis non. Dans le fond, je le côtoie, puis c'est un peu comme tous les autres que j'ai la chance de côtoyer. Guillaume, je le vois un petit peu plus souvent parce que il est ici. Mais il y a plusieurs de mes anciens joueurs qui sont devenus d'anciens coachs, qui ont resté à patauger dans le hockey. Fait que
Mais qu'il soit avec les Riverains, oui, ça fait peut-être plus drôle que de voir un autre ancien joueur qui coach pour une autre organisation, mais c'est toujours le fun de le côtoyer. Là. Tu parles de ta longévité que tu as eue. Est-ce que tu t'en es rendu compte au fil des ans de tous les records que tu es en train de battre? Parce qu'on parle de toi maintenant comme l'entraîneur, peut-être le meilleur de l'histoire de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Tu es celui qui a dirigé le plus de matchs, qui a le plus de victoires, qui a le plus de défaites, forcément aussi, parce que tout vient ensemble. Mais tu as tous les records, ou à peu près, du Midget 3. Qu'est-ce que ça te fait comme sentiment, on va dire, d'avoir tous ces records-là comme entraîneur? Bien, honnêtement, je pensais pas vraiment à ça. C'est sûr que... La seule chose, c'est que peut-être qu'à un moment donné, au fil des ans, sans m'en rendre compte, c'est devenu une pression additionnelle. Parce que là, à un moment donné, j'étais rendu à tant de victoires, j'avais gagné tant de matchs. Puis là, à un moment donné, tu l'as dit, il y a eu une baisse dans les dernières années. On le vit là encore. Puis mes 3 dernières années, ça a été plus difficile. Ça créait peut-être une genre de pression que je me disais, tabarouette, faut que je continue à gagner. Comment continuer? Puis là, peut-être que tu sors un peu de ce que tu faisais de bien pour maintenir le rythme que d'un coup, tu te rends compte que le rythme est en train de baisser. Là. Mais c'est pas quelque chose que je pensais de façon régulière. Là. Tant de matchs, tant de victoires. À un moment donné, quand j'étais rendu à tant de matchs, le monde me disait hey, combien de matchs? Je sais pas. Combien de victoires? Honnêtement, je peux même pas te dire le chiffre exact. 325, je pense. 325, bon, tu vois, je ne savais même pas que c'était 325. Puis c'est beaucoup d'avance aussi sur le deuxième, là, qui est dans la fin de la centaine. Là. Ça fait quand même une longue avance sur les autres. Je voulais te demander aussi, tu as eu des grosses saisons, puis maintenant on le voit avec les cantonniers de Magog, par exemple, ça fait 3 ans qu'ils sont dominants. Vous avez eu le même genre de séquence. T'en parles un peu, tu sais, au Midget 3A, ça prend un bon bassin quand même pour gagner, puis c'est pas toujours, t'as beau être le meilleur entraîneur du monde, on peut pas non plus faire de miracle si le bassin ne suit pas. Tu sais, quand tu vois les cantonniers qui gagnent 3 ans de suite comme ça, est-ce que ça te rappelle, toi, les souvenirs un peu de comment on fait pour gagner autant de matchs au Midget 3A? Ben oui, effectivement. Puis justement, j'avais une pensée pour Félix Potvin aujourd'hui. C'est drôle, tu me parlais de ça. Je me disais, tabarouette, lui, dernièrement, il y a vraiment ce bassin-là, que ça fait ça, 3 ans, là, qu'il gagne. Puis, à un moment donné, je pense que dans tout, c'est des cycles. Faut t'en profites le temps que la manne passe, puis les bons joueurs sont là. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, ça va retomber. Puis chez Félix, justement, tu parles des cantonniers, avant qu'ils gagnent leurs 3 saisons, je pense qu'ils ont eu un 2-3 ans où c'est que... c'était plus moyen. Oui, exact. Je pense que même il n'y a pas d'année qu'ils n'ont pas fini dans les 2-3 derniers de la Ligue. Là. Ouais. Fait que c'est des cycles. Puis quand ça passe, ben faut t'en profiter. Puis t'espères que ton équipe, elle va gagner. Là. Quand tu vois, je sais que tu dois en voir pas mal moins qu'avant des matchs de Midget 3A, mais est-ce que tu vois une différence par rapport au Midget 3A que tu as entraîné au début des années 2000, puis à la fin des années 2010, puis maintenant en 2019, presque 2020? C'est sûr. Je vois moins de matchs, mais je n'ai pas vu tant moins dans les 2 dernières années parce que mon fils a joué. Oui, tout à fait. Mon fils a joué pour les Gaulois, puis il a joué pour les Riverains l'an passé. Fait que j'ai vu... Ce que je vois vraiment différent, c'est que dans le hockey, puis je veux pas me faire lancer des tomates, je trouve que les gars manquent peut-être un petit peu moins au niveau caractère de la façon qu'ils jouent. Par contre, ils sont vraiment plus skillés, sont plus rapides. C'est vraiment des machines. Nous autres, je me rappelle quand j'ai commencé en 2001, en 2000, on remettait des programmes maison. Il y avait très peu de joueurs qui avaient commencé à s'entraîner. Puis aujourd'hui, en 2019... C'est la norme. C'est la norme. Si tu t'entraînes plus l'été avec des trainers privés, les gars, ils arrivent avec des conditions physiques extraordinaires. Là. On parlait de Guillaume. Je pense que Guillaume, à ses premiers tests, léger navette, je pense qu'il avait fait à peu près 7. Aujourd'hui, il n'y a plus de gars qui fait des 7. Puis on s'était dit, on regarde pareil parce qu'il est bon sur la glace. C'est pas dans le gymnase que ça fait la différence. Mais aujourd'hui, les gars, ils arrivent, sont forts, sont vite, sont skillés, ils patinent. T'sais, la game, elle a changé un peu. Elle est moins tough, elle est moins au niveau caractère, mais elle est plus au niveau patin, skill, vitesse. Ben, profite de la soirée ce soir. Merci beaucoup, Martin. Merci bien. Voilà, c'était Martin. Voilà, c'était Martin Russell, ancien entraîneur-chef des Riverains du Collège Charlemagne, une entrevue que j'ai réalisée il y a 2 semaines. On a eu quelques informations intéressantes, savoureuses. Guillaume Latendresse, au niveau de son test physique, je lui en ai parlé après l'entrevue d'ailleurs. Il m'a dit le test navette, c'est ce qu'on appelle communément, souvent en anglais, le test bip-bip, où le but est d'aller le plus loin possible en termes de paliers de course. Et souvent, on dit que maintenant, les jeunes du 3 se rendent là, à 10, 11, 12 dans ces environs-là. Guillaume m'a dit qu'il avait fait 4 la première année, puis 7 la deuxième année.
année. Alors, ça montre un peu, c'est un petit clin d'œil pour Guillaume que je sais qui nous écoute. Et puis, Martin m'avait ouvert la voie, comme on dit. Alors, voilà l'information complète. Bref, trêve de plaisanterie. Merci beaucoup à Martin Russell d'avoir été avec nous pour cette entrevue. Ça a été un plaisir de le revoir. Un chic type, vraiment, de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec et un beau modèle comme entraîneur pour la relève et pour les jeunes qu'il a dirigé. Ça a été un entraîneur exemplaire qui a gagné tellement de matchs de hockey. Alors, félicitations à lui et bon succès dans tout ce qu'il entreprend. Maintenant, un membre du Temple de la renommée de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Alors, voilà notre troisième épisode qui se termine. Le prochain sera mardi prochain, le 12 novembre. Je voulais prendre le temps de vous remercier d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine. Merci à Tim à la réalisation, Luc Dansereau à la production. Ça a été un plaisir encore une fois cette semaine. La semaine prochaine, comme je vous en parlais, je vous promets une entrevue avec Maxime Desruisseaux, entraîneur adjoint de l'une des 3 formations du Canada au tournoi des moins de 17 ans. Un tournoi qui va se terminer samedi prochain, une finale qui sera présentée à RDS. Et on pourra aussi faire le tour de tout ce qui se passe au niveau de l'actualité de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Bonne semaine à tous. Merci d'avoir été des nôtres.